J'ai décidé de rester en Inde à ce moment-là. Pour le temps que durera la guerre, personne ne savait combien de temps ça durerait. Je me suis dit, bien, alors, si c'est en moi, la vie intérieure, la sagesse de l'Inde, qu'est-ce que c'est? J'avais le nom de 3 sages. Et je plonge dans l'Inde du Sud, où je vis à la manière hindoue pendant très longtemps. Pendant ce temps, je pense à l'Europe en guerre, et le désespoir me pousse à me rendre chez le sage dont j'ai l'adresse. J'ai décidé de rester auprès de lui assez longtemps, et par la suite, au bout de 2 ans, j'ai été chez un autre maître, un autre sage, qui enseignait la même méthode d'introspection. Connais-toi toi-même, essaye de savoir qui est le soi, le je, avec un je majuscule, et pas le petit ego, qui était au Kerala. Alors, ma question de base, depuis mon enfance, quand je voyais quelque chose, et au Creux de Gentot, quand j'étais très heureuse, je disais, qu'est-ce que c'est que la réalité? Le centre, l'essentiel de ce qu'on voit, l'essence de la vie dans l'instant présent. Je savais que le présent est la seule chose réelle, mais encore, c'est un mot pour répondre. Eh bien, cette sagesse hindoue, quand on veut arriver au fond du problème, il faut savoir qui on est, puisque tout dépend de moi. C'est moi qui suis consciente et qui vois les choses. Et toutes les questions qu'on pose à un sage tournent autour de cette question qui suis-je, qui est le vrai je. Or, toutes les sagesses du monde entier parlent de 2 je. Un petit je qui est identifié au corps et un je qui participe de l'esprit suprême. Et il faut que les 2 je coalescent et n'en fassent plus qu'un, qu'on ne soit pas perpétuellement un être divisé en soi. Je crois que j'ai compris également les techniques qu'ils m'ont données et que si j'ai compris quelque chose de valable, je peux aussi bien le mettre en pratique ici que là-bas. Car le climat est quelque chose de terrible et la nourriture également ne me convenait pas du tout. Et je pense que si on est né à un endroit, c'est là qu'il faut pouvoir accomplir sa vie et son destin. Mais je suis retournée très souvent auprès du sage jusqu'à sa mort. Dans sa vie, il n'y avait pas seulement ce qui pouvait être une démarche spirituelle, je dirais, d'une transcendance telle que ça nous dépasse complètement. Donc la troisième dimension, ou bien la dimension, l'ailleurs est présent, et c'est très fort dans la moindre étape de sa vie. Mais il est évident que pour elle, c'était extrêmement important d'avoir rencontré ce qu'on appelle des sages dans l'hindouisme, et elle avait eu avec eux des expériences qui ont dû être extrêmement dures, parce que c'était une femme dure, en fait. C'est-à-dire qu'elle a commencé par rencontrer des sages avec un scepticisme, et avec cette distance, cette espèce de même ce calcul des réalités objectives qui faisait qu'elle ne voulait pas se laisser embobiner et entraîner partout. Elle n'était pas parfaite, hein, mais elle voulait tendre à la perfection. Elle voulait, peut-être pas à la perfection, mais elle voulait tendre au mieux-être, au bien-être, à la bonté, au bonheur. Elle a toujours aspiré à ça, à être belle intérieure. On se trouvait face à une personne absolument rare dans les forces concentrées physiques, spirituelles, mentales et de volonté qui lui avaient permis d'accomplir ce qu'elle avait accompli, plus la résistance. La Maillard s'inscrit pleinement dans le genre de littérature d'écrivain voyageur. Curieusement, beaucoup plus connu et célébré dans la littérature anglo-saxonne que dans la littérature française. Il est évident que Ella Maillard, à cause du fait qu'elle n'avait pas de don naturel pour l'écriture, elle l'avouait, qu'elle avait de la peine à écrire,
se battait, d'autant plus que ses premiers livres ont été écrits en anglais avant d'écrire en français. Elle s'est battue en disant ce qui était au fond très britannique. Les Britanniques, ils comprennent ça. C'est-à-dire qu'il faut être exact. Moi, formé comme journaliste aux États-Unis, je sais ce que c'est, les mots d'être exact. Et alors, si quelqu'un sait parler de la chose écrite en ayant un regard aigu et en disant des choses extraordinairement précises, c'est Ella Maillart. Parce que elle n'a pas de préjugés idéologiques et encore moins littéraires dans le choix de ses sujets. Elle n'essaye pas d'écrire à la manière de celui-ci ou de celui-là. Elle se dit, qu'ai-je vu, qu'est-ce qu'il faisait, comment était-il, etc. Et donc, c'est extrêmement exact. Et plus les faits décrits sont exacts, comme elle vivait des moments extraordinaires et des itinéraires que personne d'autre qu'elle avait empruntés, ça donne tout à coup, à la moindre de ces pages, un poids qui a complètement renversé tous les obstacles des grincheux. Et tout ça avance peu à peu avec un mouvement qui tout à coup va éclater à la fin des années 70, c'est-à-dire la notion des écrivains voyageurs, d'Ella Maillart et de Nicolas Bouvier, qui sont devenus comme les deux figures emblématiques, comme la Vierge et le Christ ou comme la Mère et le Fils, pour l'opinion française. Mais tout à coup, Bernard Pivot s'en mêle. Et dans une émission d'Apostrophe, en 1989, il la reçoit. Tout à coup, Ella Maillart crève littéralement à l'écran. Ella Maillart, 1903, naissance. Et en vérité, vous êtes célèbre dans les pays anglo-saxons. Vous avez été très célèbre en France dans les années 30. Et puis, bon, vos livres n'ont pas été réédités. Eh bien, je suis très content qu'on les réédite parce qu'on va faire connaissance de vous. J'espère que vous allez redevenir célèbre en France. La Voix cruelle, c'est pas seulement un récit de voyage, parce que non seulement vous savez raconter, vous savez voir, vraiment tout votre voyage en Afghanistan, en Iran. Elle a un œil de peintre. Vous avez un œil magnifique. Et derrière ce voyage, derrière tout ce que vous voyez, il y a cette réflexion intérieure, ce voyage intérieur que vous menez parallèlement avec l'amie qui elle-même est soumise à la drogue. Je veux dire, c'est un livre absolument magnifique. C'est un livre qui fait rêver aussi. C'est un livre extraordinaire. Ah, mais c'est un livre étonnant. La quête spirituelle, les questions que ces deux jeunes filles se posent, la recherche de royaume intérieur à l'homme et qui donne un sens à l'existence. C'est prodigieux. La France entière a été subjuguée par quelques minutes d'Ella Maillart. Et un regard d'Ella Maillart sur la France a fait d'elle l'une des personnalités suisses les plus connues avec Nicolas Bouvier. Donc on a assisté à ce moment-là à une étape de la vie culturelle où la Suisse a joué un très grand rôle dans un domaine en somme totalement inattendu.